Alors bonjour, nous allons entamer aujourd'hui un nouveau chapitre qui est la descente de charge. Alors comme son nom l'indique, nous allons voir aujourd'hui comment se font ou bien comment se fait la descente de charge d'un niveau à un autre pour arriver au niveau des fondations. Alors pourquoi, dirais-je, a-t-on besoin de cette descente de charge? Alors la descente de charge se fixe comme objectif la détermination, d'accord, des niveaux de sollicitation, en l'occurrence l'effort normal, dans chaque élément porteur de la structure, en n'importe quel niveau. Pourquoi? Quel est l'intérêt de tout ça pour l'architecte? Eh bien, l'intérêt de tout ça, c'est que connaissant l'effort qui va agir sur un élément de structure, connaissant l'intensité de cet effort, son importance, il est grand, il est petit, il est moyen, eh bien, on saura comment dimensionner cet élément porteur, c'est-à-dire lui donner la section A, B, ou bien s'il est circulaire, le diamètre qu'il faudra pour que ce poteau ou cet élément porteur puisse reprendre les charges qui lui sont appliquées. Alors, regardez, sur la figure suivante, nous voyons je dirais très simplement, comment sont réparties les charges sur une structure. Ben, on voit des éléments porteurs, ici, que vous voyez là. D'accord? Les éléments porteurs, les poteaux. Les poteaux s'appuient sur les semelles. D'accord? Eh bien, les charges qui viennent par les poteaux, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent au niveau, au chapitre plutôt fondation. Donc, les charges arrivant aux poteaux vont transmettre ces charges aux fondations qui, elles, vont les transmettre au sol. Ben, les charges qui viennent sur les poteaux, d'où viennent-elles? Eh bien, elles viennent des différents planchers. Alors, regardez ici, schématiquement, nous avons différentes charges. Ben, nous avons vu aussi sur le dernier chapitre qu'on avait vu, le fonctionnement d'un bâtiment. Nous avons vu que les charges, on pouvait distinguer les charges G, qu'on appelait les charges permanentes. OK? Et j'ai dit que les deux seules charges qu'on allait considérer cette année, c'était les charges permanentes et les surcharges d'exploitation. Eh bien, ces charges-là, elles sont directement transmises sur le plancher. Donc sur le plancher, vous avez des charges permanentes et vous avez des surcharges d'exploitation quelque part, d'accord? Le plancher, regardez, il s'appuie sur les poutres. Donc plancher, poutre. Donc il va de soi que les charges vont aller du plancher vers les poutres. C'est ce qu'on voit ici, hein, vous voyez? D'accord? Il s'appuie dessus, donc il va transmettre une sorte d'action, de réaction sur la poutre. Elle-même, la poutre, regardez, la poutre elle-même, elle s'appuie sur le poteau et donc les charges vont se transmettre de proche en proche sur le poteau. Le poteau, quant à lui, va transmettre ces charges-là aux fondations. Très bien. Alors, descente de charge, on voit bien qu'il s'agit bien d'un schéma qui va descendre. Les charges sont sur le plancher, se retrouvent sur les poutres vont transmettre au poteau et le poteau va transmettre aux fondations. Les fondations vont transmettre au sol de fondation. Jusqu'ici, je pense que ce schéma est très simple et très compréhensible. Donc effectivement, il s'agit bien d'une descente. Ça vient du haut et ça part vers le bas. Avant de continuer, nous allons émettre une hypothèse qui est très importante. Alors, les charges et surcharges sur les planchers, vu qu'elles sont très diverses, de diverses natures, d'accord, eh bien on va essayer de mettre comme hypothèse que les charges, toutes ces charges-là, sont des charges, regardez ici, sont uniformément
distribuées par surface. C'est-à-dire, c'est des charges surfaciques. C'est des charges uniformément distribuées sur mon plancher. Et c'est des charges surfaciques exprimées souvent en tonnes par mètre carré ou quelquefois en kilonewtons par mètre carré. Alors on voit bien ici les charges, regardez, en premier lieu sont appliquées au plancher. Les charges s'appuyant sur son pourtour du plancher vont transmettre aux poutres. Les poutres, à leur tour, s'appuyant sur les poteaux et les murs, vont transmettre à ces derniers les charges. Les poteaux ainsi amenés à collecter, donc regardez, les poteaux vont collecter les charges et surcharges, transmis par les différents étages et niveaux pour les transmettre en fin de compte à la fondation. Alors maintenant, nous allons voir la formulation réelle de ce problème sur un cas pratique. Alors en général, nos structures, ce sont des structures étagées, où vous avez des planchers aux différents niveaux. Ces planchers sont portés par une série de poteaux, éventuellement de voiles, comme on voit ici, des murs en béton armé. D'accord? Et donc, chaque plancher possède son réseau de poteaux et voiles. Ainsi de suite, les planchers et les niveaux étant posés les uns sur les autres. Les différents planchers reprennent, regardez ici, des charges, on va dire, c'est des charges G et Q à chaque fois. G terrasse dans ce cas-là, Q terrasse dans ce cas-là. Alors ici, le plancher va reprendre une charge répartie qu'on appellera G étage courant, et aussi il va reprendre des surcharges d'exploitation qu'on appelle Q étage courant. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tous les planchers vont être sollicités par des charges permanentes, mais aussi, vu qu'ils vont être habités, utilisés, il va y avoir toujours ces surcharges d'exploitation, Q exploitation. Elles sont différentes, vous le savez, au niveau de la terrasse et au niveau de l'étage courant. Il se pourrait même que pour des étages courants, on ait des utilisations différentes. Il se pourrait qu'ici, on ait des bureaux au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage bureau. Et donc, vous allez avoir des surcharges Q étage courant ici pour 1 et 2 pour les bureaux. En général, c'est 250 kg par mètre carré. Et en haut, vous allez avoir des logements ou je ne sais quoi. La surcharge va changer. Et même pour la constitution de la charge permanente qui est différente au niveau de la terrasse et au niveau des étages courants. Alors à chaque fois, on vous donnera bien sûr les valeurs de ces charges qui vont agir au niveau de chaque plancher. Bon, si on ne vous donne pas, eh ben, on a vu qu'on avait un DTR, un document technique réglementaire, d'accord, je vous ai partagé sur le groupe, vous pourrez le trouver, où vous allez, en fonction de l'affectation de l'espace, bibliothèque, hôpital, oui, pourquoi pas, bureau, logement, vous allez voir la surcharge d'exploitation qu'il faudra mettre dans chaque. Alors, ici, vous avez un bâtiment. Alors, un bâtiment, en général, une structure étagée, est constituée par une série de portiques. Alors, un portique, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci. D'accord? C'est une série de poutres, de poteaux, qui sont posés les uns sur les autres. D'accord? Ceci est un portique. Alors vous avez des portiques dans le sens longitudinal et vous avez des portiques dans le sens transversal. Ici nous avons dans le sens longitudinal j'ai 1, 2, 3, 4 portiques. Dans le sens transversal j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 portiques. Donc regardez ici, nous voyons comment sont réparties les charges au niveau d'un portique.
Alors c'est quelque chose que vous devez connaître, hein. Vous avez sûrement fait en RDM des structures de ce type, hein. Hein, où vous avez des charges réparties. Très bien. Et on sait qu'ici, avec ce portique-là, les poteaux vont être soumis à un effort normal. Donc regardez, si je prends cette portion-là, cette maille-là, les poteaux Naya, je vais avoir des efforts normaux. Pourquoi ces efforts normaux? Vu qu'il y a une charge, cette charge-là va être transmise à ce poteau, et bien j'aurai toujours un effort normal de compression. N compression. Ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc comment on va essayer de déterminer l'effort normal aux différents étages et en différentes positions. Je veux ce poteau, et bien je dois être en mesure de connaître la charge NG qui va s'appliquer sur ce poteau et aussi la charge NQ pour pouvoir dimensionner ce poteau à ce niveau. Alors peut-être supposons que je veux dimensionner donc ce poteau et je dois avoir en l'occurrence la charge sous NG, la charge sous les surcharges d'exploitation. Une fois que j'ai NG, j'ai NQ, je peux déterminer l'effort ultime, donc de dimensionnement, l'effort maximal, et on avait donné sa valeur 1,35 NG plus 1,5 NQ. Connaissant cette valeur de l'effort normal en cette position, je vais pouvoir plus tard, on le verra, déterminer la section du poteau à mettre ici. Alors, pour continuer et voir comment on va déterminer les efforts normaux qui vont agir, regardez ici, sur un portique quelconque, on va commencer par un cas simple, donc on va poser notre problème. On souhaite connaître donc la valeur de l'effort normal transitant donc par ce porteur ou celui-là en chaque niveau de la structure. Alors commençons par un cas simple, donc soit un portique. On sait que la structure, on vient de le voir, est constituée par une succession de portiques dans les plans horizontaux, plutôt dans les sens X et Y, donc sens longitudinal et sens transversal. Prenons un seul portique, donc une maille. Alors si vous voulez, c'est une maille située ici. Hein, vous le voyez? Une maille située ici ou ici. Nous allons prendre une seule maille. Et nous allons essayer de déterminer l'effort normal sous la charge G, l'effort normal sous la charge Q, pour chaque porteur. Alors, voilà, pour déterminer ces charges, on va essayer encore de simplifier notre modèle. Très bien, j'ai un portique. Pour ne pas trop me casser la tête avec la RDM, je sais que beaucoup d'entre vous sont un peu allergiques à ça, hein, cette discipline, mais essayons de simplifier encore la chose. Alors, j'ai une poutre et j'ai des poteaux. Alors, je me dis, poteau. Alors, je me dis que le poteau, c'est en fait quoi par rapport à la poutre? C'est un appui. Donc, le poteau, regardez, je le représente comme un appui. La poutre s'appuie sur le poteau. Donc, je peux encore simplifier ce portique, hein, en une poutre appuyée sur deux côtés, sur deux appuis. Eh bien, vous savez très bien que, hein, que pour cette poutre-là, qui est uniformément chargée une fois par G et une fois par la surcharge d'exploitation, qu'il va y avoir des réactions d'appui. Alors, ces réactions d'appui, c'est quoi? Ce ne sont autres que les efforts normaux dans les poteaux. Donc, regardez, ce modèle simplifié peut me donner directement les efforts normaux sur ce poteau. Alors, RA sous G et Q, c'est plutôt la réaction au point A, sous G
et sous Q. Alors, comment va s'exprimer la réaction ici? Eh bien, vous savez, si je dis que ça, c'est L, la réaction RA, c'est égal à quoi? La charge que j'applique, bien sûr RA sous G, la charge que j'ai, G, fois la longueur divisé par 2, qui est égal aussi à RB, dans le poteau B, sous G. Si je veux connaître l'effort normal pour les surcharges d'exploitation cette fois-ci, alors ça sera Q fois L sur 2. Et ça sera égal aussi à RP sous Q. D'accord? Voilà. Donc, ces réactions d'appui, ce sont autres que l'effort normal sous G, que l'effort normal dans le poteau sous Q. Aussi bien pour les poteaux 1 et 2. Donc on voit qu'on vient de déterminer effectivement l'effort normal qui agit, d'accord, dans chaque poteau 1 et 2. Parfait. Voilà, donc la réaction au point A est égale à la réaction au point B, c'est égal à G fois L sur 2, qui est égal à l'effort normal dans le poteau 1 sous G, et poteau 2 aussi, et ici, ce n'est d'autre que l'effort normal dans le poteau 1 ou le poteau 2 sous Q. Et on le retrouve ici. Donc, alors en réalité, si je veux être un petit peu plus direct et ne pas utiliser la RDM, je vais revenir un petit peu en arrière. Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la réaction, ici, c'est égal à quoi? À G fois L sur 2. Alors regardez. C'est comme si que, ici, RU, c'est égal à quoi pour G? J'utilise toujours G, la même chose pour Q. C'est comme si ces deux poteaux, que je vais appeler 1 et 2, se sont entendus et se sont dit, allez, on va diviser les choses en deux. Il y a une distance qui nous sépare de L. Il n'y a pas de raison pour que moi je prenne plus que toi. Et lui aussi, il va lui dire, il n'y a pas de raison pour que je prenne plus que toi. Donc ils font du 50-50, c'est-à-dire qu'ils divisent cette distance en deux et les charges qui sont situées dans cette zone de L sur 2 vont être reprises par ce poteau, et les charges qui sont, regardez, sur l'autre moitié, zone L sur 2, vont être reprises par ce poteau. Donc, il y a une histoire d'équité, d'égalité. Donc, il divise un petit peu l'espace entre deux pour réaliser un équilibre. C'est, je dirais, un petit peu naturel. Alors, nous allons maintenant essayer de généraliser ce concept un concept de bâtiment. Donc en réalité, une structure est bien plus complexe. Hein. Ce n'est pas uniquement un seul portique, une poutre et deux poteaux. C'est une succession de modules. Ben ici, nous voyons une petite structure étagée. Voilà. Les charges permanentes, les surcharges d'exploitation. Donc tout ça va descendre par les poteaux. Et réellement, une structure aussi simple que ça, donc c'est une structure que, je vais dire, au lieu d'avoir un seul portique, je vais avoir 4 poteaux et une dalle qui vont s'appuyer encore à leur tour sur 4 poteaux et une dalle. Donc en réalité, un module élémentaire, que je vais appeler le module élémentaire, c'est une dalle appuyée sur 4 poteaux. Donc, une structure et, en quelque sorte, un empilement de modules élémentaires. On continue.
Et nous allons regarder ici, vous avez une structure, c'est un empilement de modules. Vous avez un module, un autre module, un autre module, un autre module, un autre module là, un autre module là, et les modules, regardez, sont superposés aux différents étages. Eh bien, considérons maintenant le cas d'une structure à un seul niveau. Ne voyons pas la superposition. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe pour un seul module. Si j'arrive à comprendre ce qui se passe pour un seul module, je pourrais généraliser à 2 modules, à 3 modules, 4 modules, et les empiler les uns sur les autres. Alors commençons, bien sûr, toujours, il faut toujours simplifier, commençons au cas d'une structure d'un seul module à un seul niveau. Donc, comme on peut le voir ici, vous avez la dalle, vous avez les porteurs, le porteur 1, le porteur 2, le porteur 3 et le porteur 4. Ils sont tous chargés de porter toute cette dalle-là sur laquelle vous avez des charges permanentes G et des surcharges d'exploitation Q. Très bien. Alors, mon but aujourd'hui pour faire une descente de charge, c'est estimer l'effort qui va agir au niveau du poteau 1, l'effort qui va agir au niveau du poteau 2, l'effort pour 3 et aussi pour 4. Connaissant ces efforts, je pourrais dimensionner la section de ce poteau. Alors regardez ici, vous avez une vue en plan de ce module. J'ai des charges G, j'ai des charges Q en tonnes par mètre carré. Vous avez des poteaux, poteau 1, poteau 2, poteau 3 et poteau 4. Alors regardez, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait 2 poteaux et une poutre. Et ils se répartissaient, d'accord, la zone en divisant l'espace qui les sépare, ici LXI, d'accord, trame suivant X et LXI, ils le divisaient par 2. C'est-à-dire que ce poteau-là, par rapport à ce poteau-là, il pourra reprendre que cette zone-là. Très bien. Alors, ce poteau-là et ce poteau-là, regardez, il y a une distance qui les sépare, il va faire de même. Il va diviser la zone qui les sépare en 2. Et regardez, en divisant, donc si chaque poteau faisait ceci avec celui qui lui fait face, eh bien on va arriver à définir ce qu'on appelle, ici, c'est ce qu'on appelle les surfaces d'influence. C'est quoi une surface d'influence? Tout à l'heure, j'avais un cadre, c'est-à-dire une poutre, il y avait une distance d'influence. C'était la distance qui les séparait en 2. Ici, vous avez un cadre bidimensionnel. C'est plus une distance, mais une surface. Pourquoi? Parce que ici, toutes les charges qui vont être situées, que ce soit G ou Q, qui vont être situées dans cette zone-là, elles vont être reprises par ce poteau-là. Alors, si je voulais définir les surfaces d'influence de ce poteau, eh bien, on va diviser, d'ailleurs, ça a été déjà fait, c'est LXI sur 2 et LYI sur 2. La surface d'influence pour ce poteau, elle serait celle-là, d'accord? Et ça serait, donc, toute charge qui serait située ici, elle va être transmise à ce poteau. Ainsi de suite, ce poteau et ce poteau, ils vont se diviser la trame en 2. Il lui dit, alors, tout ce qui est situé au-delà, tu prends toi, tout ce qui est situé de ce côté et vers moi, je le prends moi. La même chose, il définit aussi ce qu'on appelle sa surface d'influence. Et ici, vous allez avoir la surface d'influence pour 3. Alors, Hadi, ce sera S1 pour le poteau S1. Ça, c'est S2 pour le poteau S2. Celle-là, c'est la surface d'influence 3 pour le poteau S3. Et celle-ci, ça sera S4 pour le poteau 4. Alors, une fois définies les surfaces d'influence, d'accord, comment peut-on exprimer l'effort normal qui va agir dans ce poteau? Les charges sont exprimées en tonnes par mètre carré. C'est très simple. Pour connaître l'effort normal agissant au poteau 1 sous la charge permanente G, on n'a qu'à écrire voilà,
ça sera la charge permanente G multipliée par quoi? Par la surface d'influence du poteau 1. La même chose pour 2, ça sera G fois S2, etc. pour chaque poteau. Si je veux connaître l'effort normal sous Q, surcharge d'exploitation, on change maintenant, ça sera Q fois la surface d'influence. Alors regardez, il y a une petite similitude entre ce qu'on a fait pour le cadre tout à l'heure alors que ce soit G ou Q, d'accord, et je veux connaître l'effort N1 ici et l'effort N2 là. Regarde, tout à l'heure, j'avais multiplié par la distance d'influence. N1, ça sera L sur 2, la distance d'influence, fois G. Ici, étant donné que c'est un cas bidimensionnel, ce n'est plus une distance d'influence, c'est une surface d'influence. Voilà. Donc, en gros, les surfaces d'influence pour les poteaux, P1, P2, P3, P4, ça sera la LXI divisé par 2 que multiplie LYI sur 2. Poteau 1, poteau 2, poteau 3, poteau 4, LX, LY, la surface d'influence, on divise toujours en 2, et ça sera LXI, LX sur 2, fois cette distance, LY sur 2. Voilà. Les charges issues de cette distribution, alors les charges permanentes Ng pour le poteau P1, ben pour tous les autres poteaux, ça sera toujours G qu'on donne, la charge par mètre carré, multipliée par la surface d'influence pour ce poteau. Voilà, on va le lire tout à l'heure, c'est un mail de M. Kenoun. D'accord? Les surcharges d'exploitation, vu qu'un poteau reprend aussi bien les charges G que les charges Q, ça sera toujours Q en tonnes par mètre carré, multiplié par la surface d'influence pour ce poteau. Donc, en général, lorsque vous avez une structure, la première chose à faire, c'est de déterminer ses surfaces d'influence. C'est la première chose à faire. Alors, les G et les Q, on vous les donne à chaque fois. Vous pouvez les trouver d'ailleurs, hein, tout simplement. On verra plus tard comment on va faire. Alors, nous allons maintenant essayer de généraliser ce concept à une structure d'un niveau, toujours, d'un seul niveau, mais constitué par plusieurs modules. Regardez, j'ai un module là, un module ici, un module là, un autre module là. Alors, je rappelle, le module, c'est une dalle sur 4 poteaux. Une dalle sur 4 poteaux. Regardez combien j'ai de modules. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, fois 1, 2, 3, 4. J'ai 20 modules. Donc, je vais essayer de généraliser le concept que je viens de faire pour une structure aussi générale, voilà, de n fils suivant x, de n axes suivant y. Donc LX1, LX2, c'est les trames, c'est vos trames que vous avez. Et on va essayer de déterminer, on va se dire, allez, on va déterminer l'effort normal agissant sur un poteau quelconque. Celui-là, par exemple. Je vais utiliser le résultat de tout à l'heure. J'ai dit à chaque fois que j'ai un poteau situé dans mon espace, il va voir la distance qu'il sépare avec le poteau qui lui fait face, il va la diviser en 2. Il va voir la distance qu'il sépare de l'autre côté, il va la diviser en 2. Il va voir la distance qu'il sépare du poteau qui lui fait face, il va la diviser en 2. Il va voir la distance qu'il sépare avec l'autre poteau. Et regardez, il vient de définir sa surface d'influence propre à lui. Et ça sera NX1. Donc, si j'appelle ça le poteau 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors le poteau 8, donc S, la surface d'influence pour le poteau 8, ça sera quoi? Ça sera L, X1 sur 2, plus L, X2 sur 2, que multiplie
LY1 sur 2 plus LY2 sur 2. Bon, on peut réécrire S8, la surface d'influence pour le poteau 8, ça sera LX1 plus LX2 sur 2 que multiplie LY1 plus LY2 sur 2. Et lorsqu'on a une structure comme ça, on est obligé de faire les surfaces d'influence de tous les poteaux. Alors pour le poteau I, regardez, ici, ça sera LXI moins 1 sur 2 voilà, LXI moins 1 plus LXI plus 1 sur 2 multiplié par LYI moins 1 plus LYI sur 2. Donc il divise à chaque fois les espaces qui les séparent des poteaux qui leur font face et ils définissent exactement leur surface d'influence. Alors ici, c'est la surface d'influence pour le poteau I. Et si je voulais connaître les charges qui agissent, donc NG et NQ pour ce poteau, donc je définis d'abord sa surface d'influence. Et si je voulais exprimer l'effort NG pour le poteau I, ça sera quoi? Ça sera la surface d'influence SPI pour le poteau I, multiplié par G. L'effort normal du AQ pour le poteau I, ça sera toujours la surface d'influence SPI multiplié par la surcharge d'exploitation. L'effort ultime, donc l'effort de calcul qu'on avait donné dans les actions, le chapitre action sollicitation, ça sera 1,35 Ng, c'est l'effort dimensionnant, plus 1,5 NQ pour le poteau. Donc je vais calculer mon poteau pour qu'il reçoive cet effort N ultime exprimé sous cette forme. Donc je dois déterminer la surface en mètres carrés. C'est une donnée, vu que LXI c'est une donnée, c'est votre architecture, et LYI aussi. Les G et les Q c'est une donnée. Donc je détermine NG, je détermine NQ, et je détermine l'effort de calcul N ultime. On verra dans un autre chapitre. D'accord? Une fois connu N ultime, je pourrais déterminer le côté A, le côté B du poteau. Si c'est un poteau circulaire, donc je pourrais déterminer son rayon ou son diamètre, etc. Alors ici, nous voyons une structure qui est tout à fait quelconque. Nous avons des poteaux, nous avons même des voiles. On peut voir ici, regardez, pour les poteaux centraux, regardez, c'est toujours n demi de Lx plus n demi de Lx pour la surface d'influence. Alors pour un voile, regardez, on le détermine exactement de la même manière. Donc entre ce voile et cette file de poteaux, on divise la distance par 2. Entre ce voile et ces poteaux, on divise la distance par 2. Entre ce voile et ce poteau, on divise la distance par 2 et on définit, d'accord, la surface d'influence pour notre voile porteur. Alors regardez, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les surfaces d'influence des poteaux d'angle, des poteaux centraux et des poteaux de rive sont différentes. On voit bien que les surfaces d'influence pour les poteaux centraux sont bien plus grandes que celle des poteaux de rive, et encore plus grande, cette dernière, des poteaux d'angle. Donc étant donné que nous avons une relation proportionnelle entre l'effort normal que reprend un poteau et sa surface d'influence, on peut dire que les poteaux centraux sont de loin les plus chargés, en général. Je viens juste après les poteaux de rive, vu que la surface est
un petit peu moindre. Ici, on peut peut-être dire que c'est la moitié. Et ici, c'est carrément pratiquement le quart pour une trame qui est régulière. Donc les poteaux d'angle, c'est les moins sollicités. Juste après, vous aurez les poteaux de rive. Et juste après, vous aurez les poteaux centraux. Alors souvent, on peut voir dans les structures réelles que les poteaux centraux peuvent être, je dis bien peuvent être, légèrement, bien plus gros que les poteaux de rive et les poteaux d'angle. D'accord? Alors, nous allons encore aller davantage en réflexion. Tout à l'heure, nous avions vu une structure à un seul niveau. Maintenant, nous allons voir une structure à plusieurs niveaux. Donc, regardez, c'est le même module. Donc, une dalle sur 4 poteaux, une dalle sur 4 poteaux, une dalle sur 4 poteaux. Mais ici, vous avez un R, R plus 1 plus 2. Donc, vous aurez l'étage 1, l'étage 2 et l'étage 3 que j'appellerai terrasse. Alors, maintenant, je m'intéresse à l'effort normal qui va agir en chacun des niveaux. Pour chaque poteau. C'est ça le but essentiel de la descente de charge. Alors, je vais appeler G terrasse la charge permanente au niveau de la terrasse. Q terrasse la surcharge d'exploitation au niveau de la terrasse. La terrasse. Voilà. G EC, charge permanente, donc G parce que c'est une charge permanente, EC pour dire étage courant, et ici, Q, étage courant, ici c'est Q, étage courant, surcharge d'exploitation au niveau des étages courants. Alors, l'effort normal revenant à un poteau I au niveau J est donné comme suit. Donc, par exemple, au niveau de la terrasse, je vais prendre l'effort normal sous G. Au niveau de la terrasse, ici, je vais prendre le poteau 3, par exemple. Ça sera vrai pour 2, 1 et 4. Ça sera quoi? La surface d'influence pour le poteau 3, que multiplie, étant donné que c'est G, fois G terrasse. D'accord? Donc, l'effort normal ici, sous G, c'est celui-là. L'effort normal sous Q, pour ce même poteau, issu de la terrasse, ça sera toujours la surface d'influence pour le poteau 3, mais maintenant, étant donné que c'est Q, ça sera fois Q, terrasse. Alors, j'écris aussi la même chose. Supposons qu'il n'y a pas de contact entre les deux. Pour l'étage J, alors ça sera quoi? N, pour le poteau 3, ça sera quoi? Mais maintenant, ça sera étage courant. Vu que Hada, c'est un étage courant. D'accord? Ça sera quoi? La surface d'influence pour le poteau 3 fois G, étage courant. N, Q, maintenant pour Q, à l'étage courant, ça sera quoi? Ça sera la surface d'influence du poteau 3, puisque je m'intéresse au 3, fois Q, étage courant. Est-ce que... Alors je pose la question, est-ce que ce poteau-là reprend effectivement ces deux charges uniquement? Ben non, il reprend s'il n'y avait pas ce module au-dessus de lui. Mais comme il y a ce module au-dessus de lui, il va reprendre les charges issues de cette dalle, c'est évident, mais il va reprendre encore cet effort-là qui s'appuie sur lui. Et ici aussi, il va reprendre cet effort-là du à Q. Donc finalement, si je viens ici, au niveau rez-de-chaussée, qu'est-ce que je vais écrire? N au rez-de-chaussée, ça sera NG terrasse plus, alors NG terrasse c'est ça, plus autant de planchers d'étage courant, donc ça sera plus N G étage courant de l'étage 1 plus NG de l'étage courant de l'étage 2.
Donc au rez-de-chaussée, vous allez avoir l'effort qui vient de la terrasse, le voici, parce qu'il va descendre, il va arriver vers lui, plus l'effort qui vient d'ici, il va arriver vers lui, plus l'effort que lui-même porte. C'est celui-là, pardon. D'accord? Et donc, ce sera la même chose pour les autres. Donc, en gros, la formule, l'effort normal du AG au niveau J pour le poteau PI, le poteau quelconque, 1, 2 ou 3, ça sera l'effort qui vient de la terrasse. Alors, on sépare la terrasse vu que la charge permanente de la terrasse est différente de la charge permanente aux étages courants. Ici, je peux faire la sommation. Ici, non. Donc, il y aura toujours une seule terrasse. Donc, G terrasse pour le poteau, plus la somme de tous les planchers, hormis la terrasse. Donc, N-1, parce qu'on a compté la terrasse. N étant le nombre de planchers. N-1, d'accord, des planchers qui sont au-dessus. Donc, c'est une formule qui est très générale pour l'effort NG. Pour NQ, ça sera exactement la même chose. Donc, je disais, pour NQ, ça serait exactement la même chose. L'effort normal pour le poteau PI au niveau J, un niveau quelconque, ça serait l'effort normal pour ce poteau issu de la terrasse, plus la somme des efforts normaux du AQ au niveau des terrasses, plutôt au niveau des étages courants pour ce poteau. Mais toujours est-il qu'on compte N-1, N étant le nombre de planchers. N-1, pourquoi? Parce qu'on a déjà compté la terrasse jusqu'au niveau J. Alors, si je voulais connaître l'effort normal pour le poteau PI sous la charge G au niveau du rez-de-chaussée, c'est toujours la charge sous l'effort normal plutôt pour le poteau PI, mais pour la terrasse, plus la somme de tous les efforts normaux issus des différents planchers étages courants, bien sûr, en enlevant -1 qui, lui, a déjà été compté au niveau de la terrasse. NQ, c'est exactement la même chose. Bien sûr, une fois que ces charges-là ont été déterminées, on calcule l'effort normal ultime dimensionnant avec lequel on va déterminer la section du poteau, donc de notre poteau, A et B. Donc j'aurai N ultime. Si c'est au rez-de-chaussée, donc je vais déterminer au rez-de-chaussée. Si je veux arriver jusqu'à l'étage 1, donc ça sera à l'étage 1 et on dimensionnera à chaque fois, à chaque palier, à chaque niveau, les poteaux et qui seront effectivement de sections différentes. Donc voilà, ça met un petit peu fin à cet aspect théorique de la descente de charge. On verra un exercice très prochainement, comment faire ou bien mettre en pratique toutes ces notions théoriques. Je sais bien que vous n'êtes pas très à l'aise avec ces sommations, N-1J. Vous allez voir que les choses vont être très simples lorsqu'on va faire une descente de charge pratique sur un cas réel. Et vous n'aurez pas du tout à utiliser ces formules qui font, je l'admets, un peu peur. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. On va essayer de faire une petite séance questions-réponses. Je vous tiendrai au courant. Donc une séance sur live, sur Google Meet, pour prendre un petit peu vos questions et essayer d'y répondre, bien sûr, le plus clairement possible. Bonne journée à vous et merci encore pour votre attention. وربي يحفظكم وربي بعد علينا هذا الوباء إن شاء الله. السلام عليكم.